dans le Culture Mag, le meilleur endroit pour savoir ce qui se passe sur la scène des arts et des spectacles. Nous allons beaucoup parler de femmes aujourd'hui et de cinéma. En Israël, nous avons retrouvé la première femme réalisatrice, Elida Guerra. Elle a 82 ans. Nous vous emmènerons ensuite en Syrie. Un réalisateur a bravé le conflit. Il a tourné sur place un très beau film de femme titré Mariam. Et puis parce que de temps en temps, il est bon de se changer les idées avant d'aller travailler, eh bien nous irons en Angleterre. À Londres, les boîtes proposent désormais des raves avant le boulot. Merci de votre fidélité. Vous suivez le Culture Mag d'I24 News. On commence donc avec les news. Et cette grande nouvelle pour tous les fans des Who, le groupe a annoncé dans une interview au magazine Rolling Stones qu'il serait en préparation d'une grande tournée mondiale d'ici 2015. Roger Daltrey, le leader du groupe, a toutefois été lucide. Il a expliqué que l'âge moyen du groupe tournait autour des 70 ans et qu'à cet âge-là, eh bien, les corps sont un peu fatigués. Jamais trop blonde, jamais trop riche, jamais trop mince, c'est ce que disait Paris Hilton et cela ne faisait pas que des heureuses. Eh bien, voilà que Karl Lagerfeld, lui aussi, ne fait pas que des heureuses. Il vient de faire l'objet d'une plainte pour diffamation. L'association Belle, Ronde, Sexy et Je m'assume, c'est le nom de l'association. L'association donc lui reproche des propos diffamatoires. Karl Lagerfeld a déclaré dans son livre et puis sur des plateaux télé que personne n'a envie de voir des femmes rondes sur les podiums. Une pétition contre lui a été lancée. La beauté ou les canons de beauté, ça a aussi des avantages. C'est ainsi que Yetish Ayana, dite Titi, la Miss Israël, va se retrouver aux côtés des Miss Malaisie, Miss Guatemala, Miss Angola, bref, les quelques 85 canons du monde entier qui vont concourir pour le titre de Miss Univers à Moscou et ça se passera début novembre. Nous partons maintenant en Syrie. Le réalisateur Basil Al-Khatib, après 12 ans d'absence, revient avec Mariam. C'est son nouveau film. Ce réalisateur est né en Hollande, il vit en Syrie. Il fait de la télévision, du cinéma et ce dernier long métrage qu'il vient de faire a été tourné en pleine guerre civile. Il a pris tous les risques. Le cinéma en pleine ligne de front, c'est un sujet de Shahar Peled avec David Gomba. Tandis que la Syrie continue sa descente aux enfers, le réalisateur syro-palestinien Basil Al-Khatib filme, coûte que coûte, sur le terrain. Entre rafales et explosions, sa petite équipe de tournage s'est frayé un chemin au milieu des combats pour faire Mariam. L'histoire de 3 femmes, toutes nommées Mariam, chacune victime des conflits en Syrie. 3 personnages pour 3 époques douloureuses de l'histoire moderne du pays. La chute de l'Empire ottoman issue de la Première Guerre mondiale, le conflit israélo-arabe de 1967 et enfin le conflit actuel en Syrie où la 3e Mariam fait face à la pire guerre civile jamais connue. Ce film est un hommage aux femmes syriennes et à leur capacité de se sacrifier, d'aimer et de donner. Des valeurs nobles auxquelles elles ne renoncent à aucun moment du film. Les dangers auxquels ont fait face l'équipe du film dans un pays ravagé par la guerre ont failli compromettre la sortie du film. Parfois, ils n'étaient même pas sûrs de rentrer sains et saufs le soir même. Des dangers qui n'ont pas effrayé Dima Kandalaft. Comme je vis à Damas, le danger est le même si je suis à la maison ou au travail. Alors pourquoi ne pas prendre le risque d'aller au travail et de transmettre mon message ? Ce film a été tourné à plusieurs endroits en Syrie, dont la plupart étaient très proches des zones de combat. Toute l'équipe a été confrontée à un danger bien réel. Comme d'autres réalisateurs venant de pays en guerre, le but de Basil Al-Khatib est de montrer à quel point l'humanité survit à toute épreuve. Il déclare également que le nom du film fait référence à la Vierge Marie qui enseignait l'amour et la bonté. Une belle preuve qu'en zone de guerre, l'art demeure immortel. Direction l'Occident maintenant, dont les préoccupations sont différentes. À Londres s'installe une nouvelle mode. Après les before, après les after, après les lunch disco, et bien voici les rêves du matin. Non pas les rêves, les trucs très bizarres qui viennent à l'esprit le matin, non, non, les rêves, les raves. Rave comme dance, l'idée c'est d'aller faire la fête avant d'aller travailler. Ça se conçoit et c'est un sujet de Sandy Fortis. Comment bien démarrer sa journée
Pour certains, par un petit footing ou un détour par la salle de sport, mais pour d'autres, il en faut bien plus pour se booster. Leur solution, les Morning Rave Parties. Au Morning Glory à Londres, la musique résonne dès 6h30 du matin et la piste de danse se remplit en un rien de temps. L'idée était assez insolite, proposer des raves avant d'aller bosser, c'est loin d'être commun. Oubliez les clichés, ici ni drogue ni alcool, mais plutôt jus de fruits frais multivitaminés. Lancés en mai, ces fêtes matinales ont rapidement gagné en popularité. Ils sont parfois plus de 400 personnes à se trémousser sur le dance floor. J'ai tout de suite adhéré quand tout le monde pensait que c'était complètement dingue et maintenant ça cartonne. J'adore l'énergie que je trouve ici, c'est très différent de ce qu'on trouve dans une boîte de nuit. Les gens sont heureux, ils sourient, tout le monde danse, transpire. Vous ne verrez pas ça la nuit, je pense. Se déchaîner avant de partir bosser, c'est ce que la plupart des participants recherchent, mais ceux qui préfèrent démarrer la journée plus en douceur ne sont pas en reste. Ces raves peu ordinaires proposent aussi séances de yoga et massages relaxants, le tout pour 10 livres seulement, le prix du ticket d'entrée, pas besoin de supplément. Une formule qui semble satisfaire les clients qui repartent le sourire aux lèvres. Ça a l'air d'avoir un réel impact. Ceux qui participent à nos rêves disent qu'ils se sentent changés, inspirés, plus motivés. Un ressenti qui a donné une nouvelle idée aux organisateurs de ces matinées déjantées. Samantha et Nico visent maintenant les comités d'entreprise. Quand on pense que seuls 2/3 des salariés britanniques sont satisfaits de leur emploi, qu'ils font partie des travailleurs les moins heureux d'Europe et que leur état d'esprit a un impact direct sur leur productivité, ce genre d'exercice matinal pourrait justement être ce que le médecin du travail recommanderait comme prescription. Au moins, quand la lumière s'allume, eh bien, personne n'est déçu. Voilà, à suivre le portrait émouvant de la première femme réalisatrice israélienne. Elle s'appelle Elida Guedera. Mais tout de suite, ce sont les highlights, les expos dont il faut avoir entendu parler à défaut de les avoir vus. Exposition consacrée à la peinture chinoise au musée Victoria and Albert de Londres. Du 8e et jusqu'au 20e siècle, il s'agit ici de montrer tout le spectre de l'art de l'Empire du Milieu. Portraits intimes peints par des moines, parchemins de 14 mètres de long. Au total, ce sont plus de 70 œuvres qui expliquent l'évolution de l'art, ce qui fait d'elle la plus large présentée au Royaume-Uni depuis 80 ans, à voir jusqu'au 29 janvier. 1000 milliards de fourmis, 5 élevages de fourmis exposés aux yeux des visiteurs pour bien comprendre le système social de ces insectes. Découvrez aussi ces fourmis géantes venues tout droit d'Amazonie. On les croit très travailleuses et hiérarchiques. C'est faux, 20% d'entre elles sont totalement inactives. Tout, vous saurez tout sur les fourmis à Paris, au Palais de la Découverte. Le prestigieux musée russe de Saint-Pétersbourg présente une exposition consacrée aux œuvres du célèbre acteur Sylvester Stallone. Une fois de plus, il a fait marcher ses bras, mais cette fois-ci avec des pinceaux au bout de ses doigts. Inspiré par l'impressionnisme abstrait, l'acteur américain surprend par sa persévérance et la qualité de son travail. Un vrai défi pour Stallone, dont l'exposition a suscité l'enthousiasme du public. Mais pas seulement, les communistes ont exigé son interdiction. Leur argument, Sylvester Stallone a interprété des personnages anti-soviétiques et tourné dans un film porno. Pour l'instant, l'exposition est prévue jusqu'à la mi-janvier. Voici maintenant le portrait d'Elida Guedera. Elle a été la première femme à faire un film en Israël, titré Before Tomorrow, et qui était sorti en 1969 et qui restait longtemps dans les placards. Si Ronit Elkabetz, si Keren Yedaya ou récemment Rama Bernstein, par exemple, ont pu faire du cinéma en Israël, eh bien c'est parce que cette petite femme leur a ouvert la voie. Reportage Shahar Peled avec David Gomba. J'étais une petite femme et ils m'ont dit « ce n'est pas pour les femmes ». Elida Guedera porte fièrement le titre de première réalisatrice dans l'histoire du cinéma israélien. Âgée de 82 ans, elle a grandi à New York et étudié la danse dans la prestigieuse école Juilliard. Ce n'est qu'après s'être installée en Israël qu'elle touche à une caméra. Je ne pensais à rien de révolutionnaire quand j'ai fait le film. Je l'ai juste fait parce que je voulais faire un film. Son film, Before Tomorrow, raconte 2 histoires d'amour. Celle plutôt discrète d'un jeune couple et celle d'un couple plus âgé, une veuve et un vendeur de rue.
Sorti en 1969, le film a reçu de bonnes critiques au Festival du film de Berlin. Mais pendant les décennies qui ont suivi, le film a été comme oublié, même le monde académique l'a largement ignoré dans leurs études sur le cinéma israélien des années 60 et 70. C'est à Israëla Shahar Meodet que l'on doit la redécouverte de ce film. Cette spécialiste du cinéma israélienne est partie à la recherche de la réalisatrice. Elle a même retrouvé des bobines de films dans sa maison. En hommage à Elida Gera, une version remasterisée de son premier film servira de grand final pour le Festival du film des femmes à Rehovot en Israël. La présence de cette pionnière au festival est un grand honneur pour les femmes qui font partie du milieu aujourd'hui. Vous êtes Elida Gera, je suis très heureuse de vous rencontrer. Votre film sera projeté pendant le festival? C'est génial. Plus de 40 ans plus tard, le plafond de verre pour les femmes réalisatrices semble intact. Sur les 31 films réalisés l'année dernière en Israël, seuls 3 l'ont été par des femmes. Les gens ne font pas confiance aux femmes, dans tous les domaines, pas seulement pour les films. Il semble cependant y avoir une certaine évolution ces dernières années. Les femmes cinéastes commencent à attirer de plus en plus d'attention. Elles réalisent par ailleurs plus de films en Israël et dans le monde. La réapparition d'Elida Gera sous le feu des projecteurs sera peut-être une source d'inspiration pour toutes ces femmes qui luttent pour se faire une place dans le monde du cinéma. Et nous retrouvons maintenant Anthony Grant. Bonjour Anthony. Vous lisez la presse du Moyen-Orient, les pages culture. Qu'est-ce que vous avez trouvé cette semaine, Anthony? Un article, dans le Now Lebanon, un article consacré à un groupe d'artistes femmes qui longent les lignes de chemin de fer. Voilà, d'abord bonjour. Et deuxième, Liban, c'est un pays dont le nom suscite des images parfois très troublantes, mais pas cette fois-ci. Et pourquoi? Il y a 3 artistes libanaises qui ont décidé de faire un voyage le long des chemins de fer désaffectés libanaises. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que chacun d'entre elles voulait redécouvrir leur racines, en fait. Ah, leurs origines. Leurs origines, voilà, c'est ça. En prenant des images pour utiliser dans un spectacle avec des pensées, des idées sur le rôle des frontières dans la vie moderne et dans la vie politique du Liban. Alors, c'est pas politique, mais un peu quand même. Mais alors, on a vu des images avec de la mer, c'est parce qu'elles ont fait un film qui est projeté sur scène. Je sais pas bien. On peut dire que c'est un spectacle c'est un mélange des paroles. Les 3 femmes parlent de leurs expériences en traversant le pays. En suivant ces chemins de fer. Et il y a des images de ces chemins de fer avec les mauvaises herbes et tout ça. Oui. Alors, c'est très poétique, mais c'est intéressant parce que ça donne une autre image du Liban. Dans le quotidien turc Hürriyet, Anthony, vous avez cette semaine trouvé un article, c'est le président turc qui défend un chanteur kurde. Voilà, et ça c'est énorme, parce que pour des années, plus que ça, les relations entre les Turcs et les Kurdes n'étaient pas au mieux. Au beau fixe, on dit. Voilà, c'est ça. Mais de plus en plus, il y a une sorte d'ouverture envers les Kurdes, et le président Gül, en fait, réhabilite un chanteur kurde. Ahmed Kaya. Voilà, c'est lui. Et c'est un chanteur qui était démonisé ou diabolisé au passé, mais désormais il a reçu un prix à titre posthume pour dire au monde que c'est une ressource culturelle, les Kurdes, ce chanteur aussi. Et c'est énorme parce que pour la première fois, ou presque, les relations semblent aller mieux entre les Kurdes et les Turcs. Voilà. Très bien. Et puis enfin, Anthony, vous revenez cette semaine sur cette polémique intéressante dans le journal Haaretz entre Ali Waked, qui est le co-scénariste du film Bethléem, et Gideon Levy, qui est un éditorialiste du journal Haaretz, éditorialiste de gauche. Voilà. Ça, c'est polémique, c'est le mot pour décrire ce qui se passe là. Bethléem, c'est un grand film israélien candidat pour les Oscars. Voilà. Récompensé. Et en fait, le film donne une image assez noire de la société palestinienne. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et Gideon Levy, c'est le journaliste de Haaretz très respecté, mais il dit, il a écrit dans le Haaretz que comment peux-tu faire
donner des images si noires de cette société. C'est pas comme ça c'est du propagande israélien. Mais le co-scénariste Ali Waked dit non, ça c'est la réalité et je vous respecte beaucoup, monsieur, mais je raconte les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et extraordinaire. C'est extraordinaire. Ali Waked, co-scénariste israélien-arabe, qui défend la position contre l'israélien Gideon Levy. Et avant les Oscars aussi, c'est oui, très... on verra tout ça. Merci beaucoup Anthony Grant pour cette revue de presse. Voilà, le Culture Mag, c'est fini. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous suivre sur www.i24news.tv. Vous pouvez télécharger les applications sur les tablettes. Tout de suite, l'info continue. Merci.